Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 806 de Kingdom, un chapitre vraiment excellent, mais qui annonce également le début de la destruction de Han, un chapitre qui va nous donner pas mal d'informations, de rebondissements, changements de situation, vraiment beaucoup d'informations dans ce chapitre à ce niveau-là, même si en termes d'action, eh bien, il ne se passe rien. Alors, avant de commencer, oui, effectivement, je n'avais pas fait de review du chapitre 805 du coup, tout simplement car j'ai vraiment pas aimé le chapitre. Je trouve que Hara avait assez mal géré en fait le fait de devoir mettre Huan et Muten vraiment de côté et que globalement on n'allait pas les revoir avant la fin de la guerre du côté de Shin. Ce qui fait qu'encore une fois Shin va être beaucoup mis en avant par rapport à eux, là où Shin va avoir des très hauts faits d'armes. Justement, forcément dans cette guerre, c'est obligatoire, on le sait, surtout que c'est lui qui est en première ligne. Donc Shin va avoir des très beaux faits d'armes durant cette guerre. Franchement, l'invasion de Han va probablement même être due à Shin en majorité et non pas à tout. Et cela va donc forcément créer pas mal de problèmes au niveau de l'égalité du trio. Déjà qu'elle est pas très stable, l'égalité en question. Donc bon, à voir un petit peu qu'est-ce que ça donnera plus tard, mais globalement, je trouvais vraiment le chapitre 805 assez mal exécuté et je trouvais que c'était pas forcément un très bon choix personnellement. On peut donc passer au chapitre 806 et donc au début de la guerre d'invasion de Han et surtout de destruction de l'État. On se retrouve donc du côté de l'armée Ishin, et oui, je vais vraiment utiliser cette fois-ci le terme d'armée, car ce n'est plus seulement une unité de 300 hommes, mais une armée de 60 000 hommes. Et ça, bah même les hommes de la Aishin commencent à s'en rendre compte, ils étouffent. Il y a trop de monde, et peu importe d'où est-ce qu'ils regardent, bah 60 000 hommes, c'est énormissime en termes de quantité. 60 000 hommes, pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus grand que ma ville, qui n'est pas une si petite ville que ça quand même. Donc voilà, 60 000 hommes, ça représente quand même beaucoup de personnes, clairement. Ça prend de la place tout ça. Donc forcément, oui, on est sur une armée maintenant qui est vraiment assez imposante, hein. Donc voilà. Et on a Shin qui est évidemment au devant et juste en joie de voir tout ça, de voir autant d'hommes. C'est le meilleur sentiment possible pour lui hein, de devoir commander autant d'hommes. Et on se rend également compte que Shin n'a pas spécialement de pression de devoir gérer autant d'hommes à la fois. Même si malgré tout, j'espère que justement durant cette guerre, ça va lui poser problème. Il va vraiment se rendre compte que gérer 60 000 hommes, c'est pas comme gérer 300 hommes. Et que juste dire bon allez on fonce dans le tas, ça ne marche pas. C'est pas mon bout ici. Donc forcément, j'espère qu'il va y avoir quelques petites améliorations ici hein, au niveau du contrôle justement des hommes. Parce que sinon, bah ça risque d'être un petit peu compliqué, ça va commencer à être un peu chelou on va dire. Donc bon, de ce côté-là, je ne fais pas trop de doute. Je pense que Hara va réellement mettre ce point sur le devant de la scène. On se retrouve donc du côté de Shin encore une fois, qui nous explique que bah oui, ils vont attaquer du coup devant tout simplement, c'est eux qui sont en première ligne, car c'est la stratégie qu'a proposé Kyukai. Et on revient donc enfin sur cette fameuse stratégie, Kyukai qui avait un plan et qui va tout simplement l'exposer. Alors certes, les généraux j'allais dire de Uki, alors techniquement oui, mais les généraux de tout maintenant rigolent un peu en se disant bon elle doit pas avoir le plan le plus incroyable de la Terre, hein, bon clairement. Ils vont se moquer un peu d'elle, et clairement son plan, bah ouais, quand on, la façon dont elle le dit, avec le calme olympien qu'elle le dit, comment elle sort le truc, ah j'avoue c'était quand même assez comique sur le moment, puisque son plan c'est de ne pas combattre. Alors comme ça, quand on y pense, on se dit mais qu'est-ce qu'elle veut dire, bon Dieu, hein, va détruire un état sans combattre. C'est compliqué, car le but ici étant évidemment non pas seulement de détruire l'état, mais de préserver les forces le plus possible. Et effectivement, on se rendra compte même plus tard dans le chapitre que cela peut fonctionner de différentes manières. Mais on verra ça plus tard dans le chapitre, notamment à la fin. Évidemment, tous les généraux sont énervés, mais tout comprend exactement et va même affirmer qu'ils pensent la même chose. Le moyen de remporter cette guerre sans avoir trop de pertes, c'est de ne pas combattre. On n'a pas plus de précision sur les termes, sachant qu'ici il s'agit d'une trad un petit peu bancale au niveau du chapitre pour le moment. On respecte tout de même les traducteurs, ils font du boulot, mais voilà, pour le moment c'est un peu bancal, donc ça se trouve, la traduction, les prochaines traductions seront un peu plus précises sur les termes employés, parce qu'ici ça manque clairement un peu de détails et ça apporte un peu à confusion par rapport à ce qu'on voit plus tard dans le chapitre. Donc soit c'est voulu, soit réellement c'est une erreur de traduction, on verra. On retourne donc cette fois-ci du côté de Hanin tout simplement, donc au palais royal, hein, donc la capitale à Shintai, où on a tout simplement tout le conseil qui discute un petit peu de la marche à suivre pour gérer cette invasion.
Et on apprend donc que le général Akuon Koku, tout simplement déjà en place dans sa forteresse, hein, avec du coup 70 000 hommes. Donc lui, il est déjà prêt, les portes sont fermées, tout est prêt. D'ailleurs, le général en question a un design plutôt stylé. Ça me laisse à penser qu'il va peut-être avoir un petit peu d'importance. Il va peut-être quand même avoir un combat contre Chine, potentiellement, c'est possible, car il semble quand même avoir un design assez travaillé, on va dire. Il inspire quand même quelque chose. Donc voilà, même s'il a un gros début de calvitie, mais ça, on n'en parlera pas forcément. On retourne donc à la capitale, hein, tout simplement, avec le général numéro 1 de Han, qu'on va appeler la tête d'œuf, hein, pour simplifier. Hein. La tête d'œuf, ce sera plus simple, hein, parce que franchement, son design à lui, t'as l'impression qu'il va jamais rien faire, ce mec, c'est un délire. Il ne sert globalement, je suis sûr qu'il servira pas à grand chose. Mais bon, voilà. On a donc le général qui va commencer à donner plusieurs options, hein, comment gérer cette guerre, etc. Mais on a également le chancelier qui est également chef des affaires militaires, qui de son côté va également donner quelques conseils, hein, sur la marche à suivre, même si globalement la situation semble pour eux sous contrôle pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'alarmer tout de suite, tout du moins. Mais bon, très rapidement, on a un rapport urgent qui arrive et qui nous explique que l'armée de tout, hein, qui était derrière, enfin, eux ils ne le savaient pas en tout cas, qu'il y a l'armée de tout derrière qui arrive en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Chine devant avec 60 000 hommes et il y a tout derrière avec 100 000 hommes. Ce qui fait que là, clairement, c'est pas la même parce que l'armée qu'ils ont eux de leur côté de 70 000 hommes, elle va devoir être en face d'une armée de 160 000 hommes. Et là, clairement, ils ne pourront pas gérer, ils vont se faire éteindre dans tous les sens. Ils vont se faire déglinguer. À partir de là, Anne a tout simplement 3 options qui vont être mises sur la table. La première serait donc d'envoyer une énorme armée, vraiment envoyer la blinde qu'ils ont sur la main au front tout simplement et de tout gérer sur une seule bataille, même si cela ferait quand même extrêmement mal, quitte même à sacrifier des châteaux, quoi que ce soit, voilà. La deuxième solution consisterait tout simplement justement à placer réellement des hommes à certains points stratégiques, quitte à abandonner des lieux ou des villes. Et il y a également la solution de forcer l'armée en place à se retirer, quitte à laisser les civils y passer, pour tout simplement vraiment sécuriser la capitale, créer vraiment un bloc de défense à la capitale, tout simplement. Plusieurs solutions vont être justement réfléchies ici à ce niveau-là. Il va y avoir des dérivés de situation, des dérivés de solutions tout simplement, et même une solution de demi-mesure, comme quoi le général numéro 1 irait justement sur place avec une armée de 100 000 hommes, hein, globalement, pour avoir donc un 170 000 contre 160 000. Le problème de ça étant qu'encore une fois, si ça se passe mal, Anne perd ses 2 meilleurs généraux. Donc clairement, c'est pas forcément une très bonne chose pour eux, hein, de perdre deux généraux comme ça. Ah, clairement, c'est pas ce qui ferait le plus plaisir. Hein. Donc voilà, c'est la situation à éviter pour eux. Alors, je dis généraux, mais ce sont très probablement des grands généraux, hein, bien sûr. Ce sont quand même les 2 plus grands généraux, voilà, de la ville en question. Donc voilà, ce sont quand même des grands généraux. Attention. Ici, la traduction de général est utilisée, mais voilà, ce sont des grands généraux. Je préfère quand même préciser sur ce petit point-là. On a donc tout simplement Anne qui va débattre, hein, mais ils vont vite se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour débattre parce qu'en attendant, la Aishin commence à réagir, hein, tout simplement. Et c'est à partir de là que on va avoir la 3e nouvelle qui va commencer à arriver pour eux. Et là, ça va pas être la même. Car oui, à ce moment-là, un rapport arrive, et là, autant Anne que nous lecteurs, on est tous choqués parce qu'on comprend pas. Il y a une 3e armée de 100 000 hommes qui est derrière celle de tout. Et le chapitre se termine sur ça, avec les mecs de Anne qui disaient quoi, impossible, et moi j'avais exactement la même réaction. Quoi 100 000 hommes en plus, c'était pas ce qui était prévu, on nous avait pas dit ça, nous. Hein. Donc très clairement, on est un petit peu choqué de la situation. Et à partir de là, c'est là où on va rentrer dans la partie théorie, puisque le chapitre se termine. Et donc, quelles sont les possibilités par rapport à cette armée mystérieuse qui débarque de nulle part? Eh bien déjà, il y a 3 possibilités selon moi qui peuvent être prises en compte ici. Soit c'est une armée que Shueikun avait cachée, et donc à ce moment-là, Shueikun a littéralement utilisé la stratégie de Riboku. Hein. On rappelle que Shueikun a dit qu'il voulait dépasser Riboku, hein, tout simplement, donc peut-être qu'ici il commence à le dépasser sur le terrain du maintien des informations, tout simplement. Hein. Vraiment sur le terrain des informations, peut-être que Shueikun avait caché cette armée pour l'envoyer derrière, hein, tout simplement. Et ce qui donnerait donc une armée de 260 000 hommes au total, et là c'est pas la même. La deuxième possibilité, c'est que ce soit des soldats pour moi de Ki. Ki qui est un allié de Qin,
et qui aurait potentiellement pu envoyer des soldats. J'y crois pas trop, mais je me dis bon, pourquoi pas, ça peut peut-être arriver. J'ai pas trop fait gaffe au niveau du drapeau sur le chapitre, je suis pas encore hyper calé dans tout ce qui est drapeau, tout ça, et j'avoue ne pas avoir reconnu le drapeau, donc s'il y en a qui reconnaissent le drapeau en question, qu'on voit sur la dernière page du chapitre, dites-le moi, peut-être que ça montre tout simplement quelle armée c'est, et que tout simplement du coup il n'y a pas de théorie, mais bon voilà, je ne sais pas dans mon cas, donc dites-moi ça en commentaire si vous le savez. Et la troisième possibilité, c'est que ce soit tout simplement un autre des 6 grands généraux qui débarque tout simplement. Alors pour Yotanoa, je ne pense pas, même si elle pourrait, dans le sens où Yotanoa a, globalement, elle n'a pas vraiment de rôle ici, elle n'a pas de frontière à garder, donc elle aurait pu débarquer, mais ça semble pas être des hommes des montagnes, et 100 000 hommes, je me rappelle pas qu'elle ait déjà réussi à réunir 100 000 hommes lors d'une armée. C'est quand même beaucoup 100 000 hommes. Surtout que dans tous les cas, si c'est une armée de 100 000 hommes, il faut un grand général pour les gérer. Donc ça pourrait être potentiellement Uzen, mais de la même manière j'y crois pas trop que Uzen se mette dans cette guerre, surtout qu'il a plus d'armée, mais bon en soi vu qu'il est là, vu qu'il est pas vraiment en poste pareil sur une frontière, ça peut être lui, qui se serait ramené tout simplement avec une armée construite à la va-vite, peut-être. Et pour moi la dernière possibilité c'est que tout simplement Boubou se soit ramené lui-même et que quelqu'un l'ait remplacé. C'est une possibilité mais voilà. Le truc étant que de toute façon, ces 100 000 hommes ne sortent pas de nulle part. Il faut bien un général, même un grand général, pour pouvoir gérer cette armée-là quand même. C'est pas rien, c'est une grosse armée là qu'on a là devant nous. Donc forcément, voilà, il faut de quoi gérer l'armée en question. Donc voilà, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à ces armées. Et maintenant, l'autre question que je me pose, c'est où est Kyukai? On sait qu'elle est dans une armée quelque part. On l'a vu sur l'une des pages, mais elle est où? Et dans quelle armée? Elle est ni avec Shin ni avec tout, ou alors je l'ai pas vue, mais elle est avec aucun des deux il me semble. Donc, où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est elle qui serait du coup à la tête d'une armée de 100 000 hommes? C'est pas possible, bien qu'elle soit devenue générale, je ne pense pas que quelqu'un lui aurait confié une armée de 100 000 hommes. Quoique, quand on confie une armée de 200 000 hommes à Horseshoe, tout est possible. Mais bon, je ne pense pas. Donc voilà, vraiment je suis un peu surpris. Il y en a qui ont parlé peut-être de bluff, alors bluff peut-être, mais dans tous les cas les hommes sont présents. Il y a des hommes qui sont là et qui sont ordonnés, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un pour les mener dans tous les cas, cette armée est disponible. Donc voilà. Maintenant pour en revenir au cas justement du plan de Kyukai et de tout, je pense réellement que c'est ça et je pense que leur but est de faire capituler Han. Je pense réellement que vraiment pour moi leur but ce n'est pas de combattre réellement mais de faire capituler Han. Et donc d'avoir, il n'y aurait pas de guerre en fait, il y aurait juste une capitulation de Han qui comprendrait qu'ils ne peuvent absolument rien faire face à 260 000 hommes, qui se rendent, et voilà, terminé, ils peuvent passer à Zhao. C'est totalement possible, pour moi c'est totalement possible, car vraiment Han, déjà quand ils voient 160 000 hommes, ils sont vraiment sûrs, et ils se disent bon, va falloir qu'on abandonne la moitié du territoire. Face à 260 000, là je pense qu'ils n'ont pas trop de solutions en stock. Clairement, ils ont pas l'air d'avoir grand chose à proposer sur ce coup-là. Donc voilà, ici je pense réellement que ça sent pas bon pour eux. Soit ils vont tenter le tout pour le tout et combattre jusqu'à la mort, soit ils vont se rendre très très vite et ce sera une bataille vraiment éclair. Il n'y aura même pas de bataille, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment trouvé que le chapitre était très bon, et que ouais, franchement, cette fin de chapitre est vraiment très très bien placée. Peut vraiment aboutir à pas mal de choses. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve donc pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.